Bienvenue au monde emballant de Monsieur Bouteille. Ce mois-ci, pour l'épisode numéro 3, nous recevrons Noël Gauthier, bien entendu, pour les news et opinions. Et au deuxième segment, on va faire une belle entrevue avec Jacinthe Brouillard, une entrepreneur hors pair dans l'économie circulaire. Ne manquez pas ça. À l'épisode de cette semaine aussi, l'épisode numéro 4, notre segment Foodies, nous allons avoir avec Alain, notre sommelier bière, le chef cuisinier et le champion, lui qui a gagné le prix de la meilleure poutine au Québec 2 fois. Alors, Chef Fred. Et comme à tous les mois, on va avoir notre collaboration avec En Cavale. Donc, Noémie va rencontrer un producteur que tout le monde aime, la microbrasserie Jackalope. Alors, 3, 2, 1, c'est parti! Circuit court présente le monde emballant de Monsieur Bouteille. Nous voulons remercier nos partenaires, Circuit court, Gauthier Emballage, Écurie B, Dégustation et animation de la rive, Chef Vincent, En Cavale Live Session et GB Studio. Alors bonjour, Monsieur Bouteille, pour la chronique News et opinions dans le monde de l'emballage, soit à l'international ou au Québec, Canada, peu importe. L'important, c'est de vous informer dans tous les sujets pertinents de l'emballage. Alors, on commence avec quelques nouvelles en rafale. En décembre dernier, je veux faire une mention spéciale. En décembre dernier, du 5 au 7 décembre 2025, il y a eu à Montréal le marché des artisans récupérateurs. Bravo, bravo, bravo pour cette initiative. En fait, c'est une belle gang. C'est très louable de faire un événement de la sorte pour promouvoir ceux qui valorisent, bien entendu, plein de produits qui étaient supposés d'être mis aux oubliettes et qui, finalement, ils refont quelque chose avec ça. Alors, c'est quoi un artisan récupérateur? C'est un créateur qui utilise des matières résiduelles et des objets usagés pour fabriquer des œuvres uniques et des objets d'artisanat, contribuant ainsi à la réduction des déchets et à l'économie circulaire. Alors, bravo à tout le monde et à tous les artisans. OK, alors la première nouvelle que je voulais vous dire en rafale, bien entendu, on parle souvent de Recyc Québec. Ils ont, en décembre dernier aussi, sorti la mise à jour de l'indice de circularité du Québec. Donc, Recyc Québec a publié une mise à jour de son indice de circularité de 2025, analysant donc le potentiel de l'économie circulaire au Québec. Donc, je vous invite à aller voir ça sur le site du gouvernement du Québec ou de Recyc Québec. Ce que j'ai vu aussi passer, qui est très important, je pense, pour les producteurs ou les entrepreneurs, il y a un financement, un programme de financement des entreprises, le Fonds d'économie circulaire, qui offre un financement allant de 250 000 à 2 millions de dollars pour des projets. Restera à savoir si en 2026, ça va être encore les mêmes montants ou les mêmes programmes, mais semble possible que le programme revienne en 2026. On attend des nouvelles là-dessus. Je vous en donne dans les prochains mois. Aujourd'hui, une des nouvelles qu'on va parler, c'est surtout les actualités de l'emballage alimentaire au Canada. Et là, le gouvernement fédéral a amené une nouvelle réglementation sur l'étiquette nutritionnelle à partir de janvier 2026 sur tout contenant ou tout produit, on pourrait le dire ainsi. Donc, des préoccupations croissantes concernant la durabilité, la recyclabilité et l'innovation dans les matériaux et les technologies de l'emballage. Alors, les règlements sur les étiquettes, ça va aller comme ça. Dès le début janvier, il y aura un certain seuil d'étiquettes qui seront mis, bien sûr, sur le devant des bouteilles. Ça, c'est pour les produits qui ont, si je vois ici, des gras saturés, des sucres, des sodiums, qui dépassent certains seuils qu'on pourrait dire normal, devront donc afficher des symboles nutritionnels frontales sur leurs produits. Alors, j'ai hâte de voir quel produit sera ciblé au Québec et au Canada en ce début d'année et qui va réagir et si ça vaut vraiment la peine. Moi, mon opinion est très simple là-dessus, c'est que je pense vraiment que les gens ne lisent pas et ne regardent pas beaucoup les étiquettes et les contraintes. Donc, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Je crois pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'au moins, les gens vont pouvoir le voir directement, visuellement, dans la tablette. Donc, peut-être, en effet,
qu'il y aura un pourcentage de gens qui le verront. Alors, on verra. Aussi, dans les étiquettes, il y aura des changements d'aliments supplémentés. À compter donc de janvier, les aliments supplémentés devront inclure un tableau détaillé des ingrédients supplémentaires aussi sur les étiquettes. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il va y avoir aussi une réglementation sur les matériaux innovants, des innovations émergentes dans des matériaux comme les emballages en fibres moulées ou qui vont devenir un petit peu plus sophistiqués, qui s'améliorent d'année en année. Il y a également des recherches sur l'utilisation de fibres alternatives comme des plantes envahissantes, le cannabis, pour remplacer le bois dans les produits en pâte moulée ou des choses comme ça. Donc, super intéressant. On va voir ce que l'année 2026 va nous amener, mais je pense que ça va être une belle année d'évolution à ce niveau. Les solutions renouvelables aussi, il va y avoir des nouvelles choses. Je veux aussi mentionner qu'une entreprise comme Tetra Pak qui développe des emballages entièrement renouvelables à partir de matériaux d'origine végétale maintenant, comme le carton certifié FSC, et les plastiques dérivés de la canne à sucre. Alors, super intéressant. Moi, je vais suivre ça pour vous, puis je vous amènerai, bien entendu, des nouveautés ou des nouvelles à ce sujet. Donc, chers producteurs, soyez à l'affût. Il y a une petite chose, par exemple. Il y a de l'innovation, il y a des technologies dans les nanoactivités dans l'emballage. Les nanoactivités, c'est quoi? Puis là, c'est là que c'est intéressant. Les nanoactivités, c'est en fait des matériaux dotés de propriétés améliorées grâce à l'ajout de nanomatériaux dans les produits. OK? Ça, ce que ça fait, ça améliore la durée de vie de la conservation. Ça intègre des nanocapteurs pour informer les consommateurs sur la fraîcheur ou la détériorisation, du produit pour détecter, bien sûr, les contaminants. La résistance mécanique et la protection thermique sont améliorées aussi avec les nanoactivités. Mais par contre, il y a des inquiétudes aussi au niveau des scientifiques, à savoir s'il peut y avoir des particules de plastique dans les contenants pour qu'on ingère ça. Alors, je vais suivre ça pour vous aussi. Donc, les nanoactivités, la nouvelle tendance, bien entendu, dans l'agroalimentaire. J'ai envie de parler un petit peu des principales incohérences du système de modernisation de la consigne. Je reviens un petit peu là-dessus. Bon, il y a eu beaucoup de retards, ça s'améliore. Il y a eu des retards sur beaucoup d'échéanciers. Il y a eu des problèmes de logistique, des problèmes de livraison, de cueillette. Mais une chose est sûre, c'est qu'actuellement, Consigne Action a le vent dans les voiles quand même, en engageant actuellement et en multipliant les points de dépôt. Alors, on va voir où ça va nous mener dans les prochains mois, mais faut rester positif. J'ai quand même une réserve à savoir s'ils vont être en mesure de bien desservir la population québécoise. Surtout que la population a un petit peu de misère actuellement, je pense, à différencier le détaillant, à savoir où aller porter les bonnes choses, parce que les détaillants ont gardé une partie des contenants de verre, de plastique et tout, puis tout ce qui est le reste qui est consigné s'en va vers les points de dépôt. Alors, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire de ce côté-là. On va prendre un peu de patience, on va prendre notre mal en patience, qu'on dit, mais j'aimerais vraiment voir un petit peu plus de proactivité pour aider les clients à se démêler, à savoir où amener les choses, pour pas que finalement les gens se découragent et qu'ils mettent encore une fois n'importe quoi dans le bac de recyclage. Et on le répète, le bac de recyclage, malheureusement, au Québec, s'il avait été bien exprimé, quoi mettre dedans depuis le début et depuis longtemps, on serait déjà en avance sur les cibles qu'on s'est données. Ils viennent de commencer à faire des publicités à TV. Finalement, là, on voit les publicités gouvernementales qui nous disent finalement qu'on met tout à la poubelle finalement, puis qu'on recommence, puis que la règle est simple. C'est 3 choses: les bouteilles, les imprimés, puis le plastique qui vont, et le carton qui vont dans le bac de recyclage. Rien d'autre. Finalement, ça fait 10 ans qu'on leur dit ça, de dire finalement les peu de choses qui vont dans le bac, et non de plutôt faire des listes puis des pamphlets qui coûtent des fortunes avec 50 choses à ne pas mettre dedans. Vous comprenez? Ça n'avait pas de bon sens. Alors, bravo au moins à Recyc Québec et au gouvernement d'avoir enfin publicisé et aller vers cette direction-là, droit au but, autrement dit, de dire simplement les seules choses qui vont dans le bac. Les points forts, les points faibles et incohérences du système. Bon, les points faibles, c'est les retards dans le déploiement, parce que là, je sens
que beaucoup de choses ont été retardées jusqu'en 2026-2027. Donc, restera à savoir si on va tolérer des retards davantage après 2027, ce qui n'aurait pas de bon sens. Je vais suivre ça pour vous et on va vous donner des nouvelles régulièrement à chaque mois sur ces dossiers. L'impact sur les petits commerces, ce qu'on a pu voir, les détaillants les plus petits, ils ont été isolés, font face aussi à des difficultés financières et de logistique. Eux, ils ont délaissé souvent de reprendre la consigne. Ce que ça a fait, c'est que finalement, les grands détaillants ont fait leur mea culpa et ont commencé, eux, à reprendre la consigne, à accepter, bien entendu, l'élargissement de la consigne. Donc, voyez-vous, ce que ça a créé, c'est que les clients qui allaient porter leur consigne chez des petits détaillants et qui reprenaient finalement des produits chez le petit détaillant en question, maintenant, il n'y va plus ou pratiquement plus parce que lorsqu'il ramène ses bouteilles, il va aller à un point de dépôt ou, bien entendu, à un grand détaillant et souvent, il va racheter là-bas. Il va racheter où ce qu'il ramène ses contenants. Donc, c'est peut-être la petite faiblesse que je crois actuellement, c'est que ça encourage pas vraiment les petits détaillants. Certains vont dire oui, mais les petits détaillants n'en voulaient plus des consignes, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas l'entrepôt pour le faire. Bref, c'est vrai, mais avec une prime à la manutention d'à peu près 4 sous le contenant consigné dans cette phase de modernisation de la consigne, je crois qu'il n'y a personne qui est en mesure actuellement de cracher sur une prime à manutention et en plus de conserver son client dans son établissement. Donc, restera à savoir comment on va amalgamer ça pour que tout le monde soit content, mais j'espère qu'on va trouver des solutions et de pouvoir peut-être reconvaincre des petits détaillants de moins de temps de pieds carrés de recommencer à prendre la consigne si la cueillette de consignation se fait très rapidement et se fait plus rapidement et plus carré, qu'on va le dire. Je pense qu'on peut améliorer le système et offrir plus de points de dépôt. Petite parenthèse. Bon, écoutez, l'incohérence du système, l'évolution du système de modèle basé sur le contenu à un modèle basé sur le type de contenant a entraîné des difficultés de compréhension pour les consommateurs et une transition complexe pour les détaillants. Ça, je l'avoue, le fait qu'ils ont un peu changé les prix versus les grosseurs, les formats, c'est une bonne idée en soi, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de travail à aider les gens à comprendre le système puis à savoir quoi est à tel prix. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore implanté le système de réemploi et de lavage de bouteilles. Donc, tous ceux qui font du réemploi, comme les grandes brasseries, c'est correct, ils ont déjà un bon système de récupération et de distribution. Mais lorsqu'on parle de petites PME qui voudraient engendrer le pas vers un contenant à remplissage multiple ou des petites brasseries, cidreries, on voit qu'actuellement, le système étouffe et n'est vraiment pas mis en valeur. Donc, j'ai hâte de voir si on va être en mesure de bien faire les choses et de remettre une petite place et surtout la place qu'elle revient au contenant à remplissage multiple en 2026-27. Alors, on se le souhaite. Alors, à l'international, par contre, je voulais vous parler un petit peu des nouveaux emballages, des choses qui ont retenu l'attention au niveau international cette année, en 2025, et qu'est-ce qui s'en vient en 2026. On voit que ce qui se démarque actuellement et sur quoi les producteurs d'emballage travaillent fort, que ce soit dans le verre, dans l'aluminium ou dans les autres matières, travaillent bien sûr à travailler beaucoup la durabilité du contenant, l'expérience client. Alors là, ce qu'on voit, là, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on commence à voir les codes QR sur directement les contenants, pas juste sur les étiquettes, des fois directement sur la matière, embossé, exemple. Ça commence à être vraiment intéressant parce que là, on fait vivre une expérience au consommateur en mettons, avec son cellulaire, en prenant une photo de l'item en question, en voyant l'historique, même peut-être une vidéo, une musique, faire voyager, créer de l'émotion. Alors, j'adore cette technologie-là qui s'en viendrait. On voit aussi une tendance aux emballages plus minimalistes, personnalisés grâce à l'impression numérique. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais là, on voit qu'il y a une tendance à vouloir alléger les produits, mais en même temps, comme on dit, il faut qu'ils travaillent à créer une barrière absolue intéressante. Ce qui veut dire, faut pas que l'oxygène rentre dans le contenant, la lumière le moins possible. Donc, il faut qu'il continue, il faut que le contenant soit assez rigide aussi pour faire le voyage, tous les transports, les récupérations, qu'il soit contenant à remplissage unique ou multiple. Donc,
j'ai hâte de voir vraiment comment on va enligner chez les producteurs d'emballage ce côté-là, donc d'avoir un bon juste milieu entre un poids, une certaine minimalisation du produit, mais en même temps, il faut que ça reste solide et une barrière qui va garder la qualité du produit. Alors, on a hâte de voir où ça s'en va, les tendances à ce niveau-là. Mais on voit que l'emballage flexible est repensé aussi pour être un petit peu plus écologique. Donc, on va voir, j'espère, dans le courant de l'année, des innovations au niveau de surtout ces matières-là, donc le plastique, le Tetra Pak, ces choses comme ça. J'ai hâte de voir si on va être en mesure d'amener de quoi davantage mieux. Juste pour votre info, on blâme souvent le plastique comme étant le pire contaminant, mais il y a des compagnies au Québec de plastique qui travaillent à tous les jours, qui mettent des budgets astronomiques pour travailler à améliorer l'empreinte et de rendre le plastique plus écologique. Donc, éventuellement, j'aimerais qu'on en discute davantage, mais je pense qu'on va être en mesure, dans les prochaines années, d'amener des innovations aussi dans ce secteur. Mais, vous savez, vous me connaissez, j'ai un penchant, puis c'est pas un penchant, en fait. La réalité, c'est la vérité, c'est des preuves, c'est prouvé. Le verre reste la matière la plus écologique et la plus neutre pour le corps humain. Alors, c'est une barrière absolue extraordinaire. La qualité des produits est extraordinaire. Tu sais, tout est réuni pour que ce contenant-là soit toujours le numéro 1. Mais faut pas oublier quand même qu'il y a des avantages à avoir certains autres emballages, que ce soit en aluminium, plastique, pochette ou autre, carton. Donc, il y a des avantages et il y a des obligations à l'occasion dans certains ou des contraintes. Exemple, dans les hôtels. Je prends l'exemple des hôtels. Ben, une petite bouteille de shampoing, ben, on aimerait qu'elle soit en verre idéalement, mais bon, c'est cassant. Les gens peuvent se blesser. Ça se transporte un petit peu moins bien dans les bagages, s'il y a quoi que ce soit. Alors, ils vont opter souvent pour l'emballage plastique. Mais moi, j'ai pour mon dire que l'emballage plastique, tu sais, tous les produits qui sont en bas de 100 ml, 80 ml, 30 ml, 40 ml, je trouve que de mettre un contenant de verre dans certains cas peut amener plus de problèmes. Donc, si on travaille très, très fort à revenir au verre à partir des formats, là, exemple, 125 ml à 1 litre, je pense qu'on pourrait se permettre d'avoir quand même un pourcentage de produits qui ont besoin d'aller dans le plastique ou qui ont besoin aussi d'aller dans les pochettes ou dans le thermoforming, on va le dire ainsi, pour des questions finalement de voyage d'affaires, mais aussi à la pêche, à la chasse, tout ça. La canette va devenir intéressante, les petites bouteilles en voyage vont devenir intéressantes. Donc, pour moi, c'est un non-sens qu'on continue à frapper juste sur les compagnies de plastique. Je voudrais qu'on commence à aligner, bien entendu, toutes les conditions gagnantes pour faire un emballage responsable, que ce soit peu importe la matière. J'aime beaucoup aussi qu'on parle de l'expérience client design, comme je vous dis. Actuellement, les emballages semblent viser à créer un lien émotionnel avec les consommateurs, puis ça, j'adore ça. La personnalisation avancée grâce à l'impression numérique au 3D amène une autre dimension à cette industrie-là. Puis on observe aussi un style inclusif, coloré. Bien entendu, là, on commence à voir qu'on cible vraiment la génération Z et même les plus jeunes. Ça fait du bien. C'est plus dynamique un petit peu comme industrie maintenant. Restera à savoir si les verriers et l'industrie de l'emballage en général va aussi se rajeunir. Je le souhaite. Je vais en faire partie, c'est sûr. Je pense que j'ai pas mal fait le tour aujourd'hui pour les nouvelles et opinions dans l'emballage. J'aimerais quand même dire que la collecte sélective au Québec se modernise. Donc, oubliez pas qu'en 2024, le Québec était en pleine refonte de son système de collecte sélective. Donc là, c'était le système de modernisation de la consigne. Mais là, ça va être la collecte sélective aussi qui va s'en venir en 2026-27. J'ai hâte de voir ça, surtout pour le verre. Ça va être très important de voir comment il va être trié pour qu'on puisse bien séparer les couleurs. Je vous reparle de ça dans une chronique éventuelle. Alors, je finis sur ces beaux mots. Sommes-nous en train de vivre une révolution du verre enfin au Québec? Et si le verre devenait une matière forte pour nous localement, économiquement, écologiquement? C'était Noël Gauthier pour les news et opinions au monde emballant de Monsieur Bouteille.
Alors, elle est entrepreneure, maman, mais elle est aussi fondatrice du groupe Saja il y a déjà 18 ans, après avoir été la toute première à créer une boutique zéro déchet. Elle a décidé donc d'aller dans le côté entrepreneurial, plus industrialisé. Donc, elle a un côté de l'économie circulaire très ancré. Ça me parle beaucoup et elle allie écologie et économie, ce qui me plaît beaucoup. Alors, Jacinthe Brouillard, créatrice et fondatrice de groupe Saja. Salut. Merci. Salut. Ça va bien? Ça va très, très bien. On s'était parlé la première fois lorsque j'étais donc président de Le Maître Emballage Durable. On avait eu à jaser un petit peu ensemble de notre côté entrepreneurial puis de notre côté visionnaire un petit peu à l'époque. Comment va le groupe Saja? Oh mon Dieu! Comment va? Ça va bien. Ça va bien, ça n'a pas été facile, qu'on s'entend que... mais premièrement, Noël, je te souhaite une belle année 2026. Toi une aussi, nouvelle ère. Une nouvelle ère et juste du beau santé. pour 2026. Juste du beau, je pense qu'on en a tous de besoin. Ça a été dur, l'entrepreneuriat, dans les derniers mois. Très, très dur. Donc, ça rejoint un peu ce que j'allais te dire. Ça n'a pas été facile économiquement parlant. Ça n'a pas été facile au niveau de comment je peux dire. Je suis dans un domaine, moi, que c'est bon, c'est du produit nettoyant, c'est du savon. C'est un loss leader en général. C'est pas là que les gens vont aller investir le plus dans leurs produits. Tu sais, les coûts des maisons augmentés, bon, l'ensemble de toutes les dépenses. Donc, je peux pas te cacher que ça a été dur. On doit se réinventer. Puis, c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis super bien accompagnée au niveau de ma planification stratégique. On va revoir notre modèle d'affaires, revoir notre offre. Puis, comment je peux dire ça? Ben, j'ai une belle relève avec moi. Donc, c'est le fun de voir une nouvelle génération. J'ai 2 de mes garçons qui sont impliqués dans l'entreprise depuis 5 et 7 ans. Hein? Ils ont pris. C'est super cool. C'est vraiment cool. Oui. C'est magnifique, puis, ça. Faut que je me garde ouverte, par contre, parce que c'est une génération qui est pas nécessaire. Je suis pas super vieille, là, mais ça reste. Et ils ont une nouvelle façon de consommer. Tu sais, on parle d'environnement, mais en même temps, c'est une génération qui sont vite, là, comment ça s'appelle, les HelloFresh et tout ça. Oui. C'est pas mal rapide comme consommation. Exactement. Donc, il y a un enjeu générationnel avec ce qu'on propage comme valeur dans mon entreprise, de toi et moi, bon, environnement, l'achat local, la recirculation, l'économie circulaire et tout ça. Exact. Puis en même temps, on prône beaucoup, tout l'achat en ligne. Et il y a quelque chose de très contradictoire. Fait que j'ai hâte de voir 2026 de notre côté. On va vraiment s'asseoir puis revoir un peu notre offre. Parce que peut-être que moi, je suis un peu archaïque dans le vrac conventionnel. Je veux que ça soit plus sexy. Comment? Ben justement, je vais t'arrêter tout de suite, puis je veux quand même que tout de suite, avant qu'on parte sur nos belles paroles, je veux qu'on parle du groupe Saja, comment ça a commencé, mais avant tout, l'entrepreneur en toi, avant que tu aies cette idée-là visionnaire, dans mes recherches, j'ai vu que tu avais été une des premières femmes, une des premières personnes, tout simplement, à créer une boutique zéro déchet au Québec. Il y a presque plus de 20 ans maintenant. Là. Ouais, quand même, 19 ans exactement. Faire une histoire courte, une longue histoire courte. 2006, je suis enceinte de ma 3e fille. Parce que de métier, j'étais intervenante sociale. J'avais déjà eu quand même des entreprises. J'avais une expérience en entreprise étant plus jeune dans le domaine de l'automobile. 2006, j'accouche de ma fille. Ma fille a une surdité complète. Donc, pas d'oreille, une surdité complète. Je parlais avec le médecin à Sainte-Justine qui m'expliquait un peu les enjeux environnementaux, l'impact que ça avait sur le développement fœtal. OK, ça vient me parler. Automatiquement, c'est nos enfants. Donc, je comprends que tout ce qu'on respire, l'air ambiant dans nos maisons, il est aussi vicié, sinon plus que l'air extérieur qui est pollué. Donc, l'idée m'est venue d'offrir comme au détail, monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr, j'étais très nichée à ce moment-là, plus famille, volet, mes valeurs coordonnées avec l'environnement, la santé, famille et tout ça. Donc, j'ai créé une entreprise, une première petite boutique zéro déchet. À ce moment-là, c'était vraiment des boutiques écologiques qu'on appelait.
au registraire des entreprises. C'est ce que j'ai écrit. Ça n'existait pas. On savait pas dans quelle case me mettre. Donc, de là m'est venue l'idée d'offrir une façon de consommer plus saine, sans tomber dans le bio, grano et tout ça. Puis, en même temps, on réutilisait le contenant. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir ce gain financier-là aussi, de ne plus payer de contenant de plastique. Donc, l'idée est venue comme ça. Puis, la première boutique. Ensuite, quelques autres ont suivi le pas. Puis en 2008, j'ai démarré le centre de distribution. En fait, sans le savoir, je me cherchais un fournisseur qui était prêt à offrir des produits que moi j'avais besoin selon mes spectres de contrôle qualité, on parle de qualité d'ingrédients de performance, et aussi qui était prêt à réutiliser mes contenants de 20 litres. Donc en institutionnel, industriel, on va voir soit des touris, des gros contenants de plastique, que des gros joueurs de ce monde que des grosses compagnies internationales, on s'entend, là, vont jeter. Ça s'en va au recyclage, ça va dans les poubelles. Ben, moi, je voulais les réutiliser. Donc, c'est un peu le pas vers ça qu'on est allé. C'est une entreprise de Boucherville qui ont accepté de s'asseoir avec moi, de fabriquer une gamme de produits selon mes specs. J'ai approché certains commerçants qui existaient déjà, qui avaient une notoriété, des boutiques d'alimentation naturelle, des maternités, bon, encore là, qui venaient rejoindre un peu la clientèle que moi, je ciblais. Donc, les jeunes familles en général. Et puis, petit à petit, on est allé chercher une bonne clientèle, peut-être 300 points de vente au Québec, 300-400 points de vente, des utilisateurs aussi, pas des particuliers, mais des utilisateurs commerciaux. Donc, tranquillement, on a établi ce concept-là. Et puis, qui a grossi depuis, on s'entend. Exactement. Comment? Ça a grossi beaucoup. Ça a une expansion énorme depuis une vingtaine d'années. Oui, assurément, oui. Ce qui nous a permis d'avoir une bonne notoriété aussi. Jusqu'à maintenant, si on regarde jusqu'en 2025, c'était 22 millions de touris de contenants de 20 litres qu'on a permis de réutiliser, qui sont pas allés dans les déchets. Donc, c'est quand même assez majeur. Si on le compare, si on le ramène à petits contenants. Bravo. Honnêtement, je suis tout avec toi là-dedans parce que dans le fond, c'est un peu la vision que j'ai aussi des choses, c'est qu'on peut réemployer le plus souvent possible dans toutes les normes, des aliments de performance aussi, et faire économiser tout le monde, autant aider la planète, mais aussi aider les gens à économiser un certain montant. Puis ça, je trouve ça génial. Raconte-nous aussi comment t'es venu l'idée de consacrer une division équipement à partir de là aussi, puis de faire des bornes automatisées. Oui. En fait, 2016 jusqu'à 18, on a vraiment une grosse croissance. Donc, on parle de 128% de croissance dans la compagnie, dans l'entreprise de Groupe Saja. Parallèlement, j'ai décidé je voulais démocratiser cette espèce de concept qui était très niché, on va se dire aux gens plus grano, là. Puis dans les faits, c'est pas ça. On veut tous économiser de l'argent. On veut tous faire des gestes faciles, concrets pour l'environnement, sans que ça soit trop compliqué. On en parle, Exactement. Mais des fois, c'est dur de mettre en action. Donc, je voulais démocratiser ça. J'ai eu l'idée de développer une machine automatisée. Donc, vraiment, en tout cas, moi, je la voyais quasiment qui parlait dans les allées, là, qui vous interpellait, Monsieur Gauthier, avez-vous rempli votre bouteille de lessive? Mais bon. Donc, on a développé cet équipement-là. On a signé avec les entreprises Métro pour un projet pilote en 2019. Donc, j'ai vraiment créé une autre entreprise distincte qui était plus en développement d'équipements automatisés destinés à la réutilisation des contenants à usage unique. Ça aurait Exactement. pu être... J'en avais utilisé à un Provigo à Québec à l'époque, puis j'étais très impressionné que ça allait très bien. C'était très bien organisé, c'était pas si compliqué que ça, surtout pour les gens des fois qui sont pas très gadgets, on va dire comme ça, le techno. Exact. C'était bien fait, quand même. Puis merci. Puis les épiceries Avril ont acheté nos équipements aussi pour mettre leur propre savon. L'idée, c'est vraiment que tu fasses pas 3-4 endroits, t'arrives à l'épicerie, que ça soit facile, un peu ce que j'ai expliqué, que ça soit facile, qu'on y pense, que ça soit... On ramène notre sac d'épicerie, on ramène nos contenants vides du même coup. Puis comme initialement, on touche pas à l'alimentaire, c'était quelque chose qui était quand même moins contraignant, on va dire, pour la contamination, puis les allergies, tout ça. Donc, dans le produit nettoyant, c'était assez facile de pouvoir le faire. Plus complexe au niveau de l'implantation face aux grandes industries.
Je nommerai pas de nom, mais non, aujourd'hui, on fera pas ça aujourd'hui, mais j'avais hâte que tu tombes sur le sujet, de me parler un petit peu des contraintes, comment s'est déroulée l'étape de financement aussi. J'aimerais que tu me parles de ça. Puis les contraintes au niveau de percer, de pouvoir percer un supermarché, soit les institutions gouvernementales ou les écoles. C'est des endroits où ce que je vois, me semble c'est une logique de voir un peu le type de produit que tu offres. Ouais, mais toi et moi, on est peut-être un petit peu avant-gardistes avec beaucoup de vision. Au niveau finance, financement, on a injecté énormément, personnellement, de nos... Est-ce que ça a été dur de financer dans une banque traditionnelle? Très. Il n'y a pas de précédent dans ce qu'on a fait. On était une des premières entreprises au Canada, en fait, en Amérique du Nord, à avoir ce type d'équipement-là. Donc, un concept qui est super intéressant, attirant, mais il y a pas d'opérationnel encore. Aucun comparable. Aucun comparable. Il y en avait en Europe avec les épiceries Carrefour l'ont fait, mais le volume est complètement différent, le client est complètement différent, donc les politiques aussi. Donc au Canada, ça a été très 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 difficile au niveau on parle de aucune subvention là. Parce que l'idée c'est que moi je donnais une solution à la réutilisation. Comme je ne générais pas déjà des contenants sur le marché, mon client pouvait être propice à la subvention, mais pas nous. Donc, pour développer, c'est nous qui avons assumé en totalité tous les frais de développement d'équipement. Puis là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, plusieurs. Donc, aucune subvention. Financement, c'était à risque. Donc, connaissez les termes un petit peu. Totalement. Moi, je connais ça parce que moi aussi, j'ai tendance à faire des projets qui n'existent pas tout le temps. Puis, bien entendu, eux, ils gèrent les risques à 100%. Alors, je comprends exactement. C'est une des raisons pourquoi je voulais te poser la question. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, les gens qui vont nous écouter, que tu sois entrepreneur ou pas actuellement, tout le monde sait que c'est pas évident de faire financer une idée, surtout lorsqu'elle est visionnaire, puis qu'il n'y a pas de comparable. Mais ça t'a amené quand même, je pense, à bien ancrer ton projet. Puis quand on y croit vraiment, habituellement, on convainc. Puis je crois que c'est la force que tu avais à l'époque de convaincre. Maintenant, par contre, quels sont les défis majeurs que tu as rencontrés, par exemple, avec les bornes? C'est-tu parce que c'est gros, manque d'espace dans les détaillants? Tu te faisais-tu dire, je vais te mettre dehors dans le corridor où il y a les gobeuses, justement, à consigne? Comment a été l'approche pour essayer de rentrer ces automatismes? Cette machine-là. Écoute, je vais essayer d'être concise et avec un fil conducteur. Là, j'ai plusieurs. L'approche a été quand même relativement facile, dans le sens où on était très attirant dans notre offre. Par contre, comment je peux dire ça? Le modèle d'affaires. De l'appliquer, le modèle d'affaires a été plutôt difficile à appliquer parce que l'opérationnel dans les grandes entreprises, il est déjà dicté, il est déjà implanté. Et puis à ce moment-là, c'est là qu'on vient jouer dans la patte, là, les finances, l'opérationnel, le gérant de plancher, tout ça. Ils nous voyaient un peu comme Coke. On n'est pas Coca-Cola, on n'a pas les finances. Coca-Cola, Pepsi vont mettre un frigidaire à leurs frais. Et ils mettent leurs produits dedans, ils font leur payback sur l'équipement. Dans notre cas, nous, on avait supporté énormément. Et là, comme je reviens à mon volet financier, qu'on n'avait pas de subvention, on n'avait pas... C'était ça qui devenait difficile dans la négociation. Il était très heureux de nous prêter de l'espace. Il était très heureux de se faire valoir par nos équipements, mais de payer ou d'acheter la machine, c'était plus difficile. Donc, pour nous, le payback était très long, en fait. Mais là, on commence à avoir les fruits après 3-4 ans. Là. C'est intéressant, là. Oui, là, tu as réussi à convaincre certains de changer le modèle ou tout simplement, est-ce que tu t'offres des... Comment? Est-ce que t'as changé ta manière de financer le projet ou est-ce que t'offres des offres de financement aux commerçants ou tout simplement, quand je dis ça, c'est au niveau bien sûr de l'équipement, là. On parle pas toujours. On a supporté l'équipement. C'est ça, hein? T'es obligé un peu comme de dire, regarde, je vais la mettre là, puis je vais le payer, je l'assume, puis j'ai pas le choix, là.
Fait que dans le fond, c'est pour ça quand tu dis ça a été quand même assez long, mais au moins là maintenant t'as passé au travers un peu, t'as été capable puis là, je te parle même pas du nombre de jours qu'ils prennent aussi à payer des fois. Là, ils peuvent prendre entre 35 et 60 jours même, et plus. Ça, c'est à part des 10-15% qui se prennent parce qu'ils te payent en 15 jours puis que finalement ils choisissent bien leur terme. On est un petit joueur, là. Comme je dis, on n'est pas con qu'on n'est pas une entreprise majeure, donc... Puis là, actuellement, tu as combien de machines en circulation encore? Une centaine encore sur le marché. Puis là, c'est sûr que de notre plein gré, on a décidé de dire, bon, on y va avec ça. On regarde comment ça se positionne. On a eu 2 autres contrats distincts qui sont dans l'institutionnel. Donc, on va de l'avant avec ça, parce que eux sont prêts à acheter l'équipement. Et puis, ce qui va nous permettre aussi de bien roder les machines. Parce que c'était ça l'idée aussi, là. Faut voir au niveau opérationnel. Oui, puis la technologie a déjà changé. Comment? Puis oui, puis la technologie a déjà changé un petit peu sur le modèle que tu as mis en place, probablement. Exact. Il y a 12 versions jusqu'à maintenant, là. Donc, il faut tout le temps les roder, puis... Écoute, j'ai une autre petite question rapide. J'aime ça, Vas-y. malgré les preuves de ton idée puis de ton système circulaire était essentiel, puis que le potentiel puis l'impact était réel sur l'environnement. Oui. T'es-tu senti écouté, épaulé, supporté par les institutions bancaires ou autres? Ou tu t'as senti que tu te battais tout le temps? Ou t'as senti que... Au début, je me battais. À un moment donné, ça a été plus facile parce que on rentre dans les critères quand même, hein, au niveau, bon, je suis une femme entrepreneur, j'avais une idée, c'était technologique, l'environnement. On a moins eu à se battre. Donc, on a eu de l'aide, l'Investissement Québec, capital de risque, mais ça a été beaucoup plus tard. Ça a été, par branche. Donc, je peux pas, comment je peux dire? Volet financier a été rough. Volet financier à supporter pour des startups qui ont des bonnes idées. On est des jeunes entrepreneurs. On met tout notre cœur, notre argent, notre énergie. Quand il n'y a pas de précédent, c'est très complexe. Ah ouais, c'est nous qui défrichent un peu, on s'en rend compte. Ben oui, mais exactement. En même temps, on ouvre la voie, tu ouvres la voie, puis tu sais, peut-être que des fois, on arrive à la fin de notre carrière, on se dit, crime, j'ai ouvert la voie, mais j'ai pas si récolté. Mais moi, je crois qu'on n'est pas là pour rien, puis cette mission-là que tu t'es donnée il y a quelques années, elle est louable, elle est importante. Puis même si tu es en mouvance, puis tu es en évolution constante, puis en changement, puis tout ça, tu vas trouver ta place parce que dans le fond, je pense que ton équipement a sa place. Puis là, avec ce qui s'en vient, on voit que écoute, l'économie, l'inflation, les augmentations de tous les bords, tous les côtés, les gens commencent à avoir beaucoup moins d'argent bonus, cadeaux, loisirs. Fait que j'ai envie de te dire, je crois que les gestes les plus faciles à faire pour économiser des sous, mais la planète, sera de revenir au réemploi et surtout aux compagnies québécoises entrepreneuriales. Puis t'es sur la bonne voie, là. Faut pas que tu t'inquiètes. J'aime beaucoup ce que tu propages comme valeur environnementale actuellement parce que tu mélanges un petit peu l'économie et l'écologie qui, à mon avis, est la priorité numéro 1 lorsqu'on fait un projet écologique. Il faut en même temps qu'il soit économique, soit qui amène de l'argent, de l'économie, des emplois, ou soit qui amène aussi de l'économie dans la poche du contribuable ou du consommateur. C'est ce que j'aime de ton approche. Merci. Je pense que c'est important. Les gens ont une vision aussi d'entrepreneuriat où que les entrepreneurs sont avares, où ils font de l'argent au détriment d'eux. C'est pas ma vision, je pense que si on veut qu'il y ait une roue qui tourne, il faut que le consommateur voit un game. Si le what's in it for me, c'est pas juste le B2B, là, c'est vraiment aussi pour le consommateur. Donc, c'est ma vision dans tout le type d'entreprise que je vais faire. Il faut que ça soit un win-win pour tout le monde. Autant pour le fournisseur, le partenaire. On aime aider les gens, c'est ce que je comprends un peu de ton approche, c'est que tu fais des projets qui vont trouver une solution ou un écho fort, un besoin. Puis actuellement, oui, il y a plein de gens qui essaient, mais en même temps, ça prend toute cette volonté-là, cette résilience que tu sembles avoir. Puis j'en profite
Justement, je sais peut-être que tu n'aimeras pas ça parce que je prends des choses qui vont te vanter un petit peu, mais en même temps, tu vas peut-être trouver ça gentil. J'ai vu que tu avais eu une journaliste du Journal de Québec ou de Montréal. Bref, je ne sais pas, c'est Valérie Lesage qui avait cité ceci sur toi à l'époque. Et je voulais le dire à ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui, qui avait dit « Je ne sais pas comment elle fait. Jacinthe Brouillard est entrepreneur en série, mère de famille monoparentale de 4 enfants et elle a gardé pendant 14 ans sa sœur ayant une déficience intellectuelle. Cette femme-là semble dotée d'une énergie inépuisable et d'un optimisme en béton. Elle a une solution pour tout. » Wow! Comment non, honnêtement, moi, personnellement, j'en ai des frissons. T'as tout mon respect. C'est une vraie force entrepreneuriale que t'as, avec beaucoup de résilience. Pour ça, je reviens à ça. Ça m'a fait penser à cette entrevue-là que tu avais eue avec cette journaliste. Donc, pour toi, l'entreprise n'a pas été le plus gros de tes défis dans ta vie. C'est une des raisons pourquoi tu navigues, puis tu patines, puis que tu sembles très à l'aise comme entrepreneur à mettre de l'avant tes projets. On voit que les douleurs, autant que toutes les expériences que tu as eues, a fait la femme que tu es aujourd'hui. Puis 2026, tu m'en l'as dit avant l'émission, c'est une grosse année, c'est une année de changement. Alors, c'est quoi les changements que tu voudrais apporter? Oh my God. je vais, en toute transparence, je vais commencer par moi. J'ai eu une année 2025 assez difficile, donc moi, me refocuser. Retrouver un peu de l'énergie puis la créativité, ça a été difficile. Je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Bien m'entourer. Trouver des nouvelles solutions. Comment je peux dire? Un peu ce qu'on se disait tantôt pour rejoindre la nouvelle génération, revoir notre offre qui va aller rejoindre. Très ouverte d'esprit. En affaires, de toute façon, il faut être ouvert. Ça, je m'en rends compte avec oui, assurément. Là, assurément, on n'a pas le choix. On a plein de preuves de ceux qui ont manqué d'ouverture. Des blockbusters de ce monde. Quand Netflix est arrivé, des zèleuses. En tout cas, on rentrera pas là-dedans, mais on le sait. Là, mais il faut absolument. C'est super flatteur ce que Valérie a écrit. Je te dirais plus que moi, ça a été de l'innocence au fur et à mesure de ma vie. Je les ai eu jeunes, mes enfants. Puis j'avais de l'énergie. Différemment aujourd'hui, j'ai gardé ma sœur, oui, effectivement, pendant 14 ans. C'était pas prévu, c'était supposé être 3 semaines, mais il y avait pas de famille d'accueil à ce moment-là pour la déficience en Montérégie-Est. Donc, j'ai passé les tests et tout ça. Puis, je le referais, mais je ne le ferai plus parce que c'est d'autres choses maintenant. Donc, je vais juste focusser, comment je peux dire... à me réinventer, à exactement avoir des nouveaux défis, mais qui vont me stimuler parce que, ouais, ça a été difficile. Ben, dans le fond, tu es une semeuse en quelque part, puis on espère que tes enfants vont être en mesure de reprendre la relève, comme tu disais si bien, parce que tes yeux brillent quand tu parles de famille, qui vont reprendre peut-être tout ça avec toi. Amener un petit côté innovateur, du côté du futur dans le concept. Là, je sais que les gens vont en voir peut-être passer un petit peu. Si tu veux, on va mettre un lien, bien sûr, des photos, des équipements et tout. Mais si les gens veulent avoir des nouvelles de toi, ou s'il y a des détaillants, des centres commerciaux ou plein de personnes qui veulent te contacter, c'est possible de quelle manière? Jacinthe, JACINTH, à commercial, groupesajan.ca. C'est mon adresse courriel. Sur LinkedIn, on peut me retrouver aussi à Jacinthe Brouillard. Puis, ça va être autour de ça. Est-ce que tes équipements, dans le fond, vont avoir une nouvelle génération éventuellement, ce qu'on disait tantôt, ou tout simplement, tu vas offrir plusieurs modèles aussi, ou tu vas toucher à l'alimentaire éventuellement? On le sait pas. On va toucher, on fait, on va le faire différemment. On va comment je peux dire? La machine a été mise sur le marché. Notre concept qui commence à être connu dans le domaine du produit nettoyant. On attend pas qu'on attend, c'est pas vrai. Je vais cogner aux portes, je sollicite, je vais présenter l'équipement potentiel, mais il y a du développement à faire à chaque fois qu'il y a un nouveau produit. Que ce soit du produit sanitaire ou un jus d'orange. C'est sûr on a présenté notre concept à des joueurs, un des plus gros joueurs au Canada au niveau des jus, exemple, mais on le veut en partenariat. On veut pas présenter une machine qui existe déjà.
Donc, c'est, comme je disais, c'est beaucoup d'investissement. Donc, ça, on souhaite focusser sur un produit à la fois, bien le faire, bien l'implanter, voir le consommateur, puis répondre à son besoin correctement. Puis y aller étape par étape. Exactement. Moi, j'ai tendance à voir vite grand gros, là. J'ai pris un pas de recul dans les dernières années. Ben, tu fais bien parce qu'à quelque part, je pense que le concept, tu l'as dit un petit peu d'entrée de jeu tantôt, on est un petit peu en avance sans prétention, un peu sur notre vision qu'on voyait des choses. Mais je sens vraiment que les gens s'ouvrent de plus en plus à ça. Je pense que c'est bien que tu aies pris un peu de recul pour que les gens soient prêts aussi. Parce que des fois, nous, on pousse, puis les gens sont pas prêts. Alors, c'est une question... Puis, il y a tu sais, avec l'économie actuelle, les gens ont plein d'idées. Ils ont des restrictions financières. On le vit tous, hein. On le sait. Là, on sait pas trop vers où ça va aller, mais en tout cas. Donc, oui, je vais le faire, mais plus... comment je peux dire? Plus cadré. Ben, plus aligné avec tes valeurs, c'est ce que je comprends. Ouais. Bravo. Moi, c'est sérieusement... C'est une erreur je vais être peut-être bien honnête, on a voulu être un peu partout parce qu'on prenait tout. On avait un gain financier à aller rechercher. On avait un enjeu financier. Nous, on avait beaucoup d'investissements, on voulait aller rechercher. Donc, est-ce qu'on s'est prostitué un petit peu? Possible. Que sorti de mes valeurs. Puis, oups, là, on est en train de recadrer tout ça, là, de dire, OK, non, ça, oui, ça, on touche pas. Ben, je te souhaite le meilleur. Écoute, moi, personnellement, je trouve ça super inspirant comme histoire. Ça m'amène un petit peu à regarder ton histoire, à voir comment ça évolue. Une belle entrepreneur, je trouve que tu as beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneurship. Merci. Je voulais vraiment le présenter au monde de Monsieur Bouteille. Le monde de Monsieur Bouteille, c'est oui, on parle d'emballage, on parle d'emballage circulaire, on parle de toutes les nouveautés, la consigne, mais les gens parlent pas beaucoup du réemploi, donc des produits sanitaires, des équipements industrialisés, commerciaux qui pourraient, comme tu dis, nous aider, nous faciliter la vie, nous faciliter la poche. Puis ça, ben sérieusement, moi, ça m'inspire. Je te souhaite le meilleur. Je veux que tout se passe bien pour vous autres en 2026. Moi, t'as tout mon respect, c'est sûr. Fait que garde ta belle fougue. Reste ancré. Puis Monsieur Bouteille va te suivre de proche. N'hésite pas, on aimerait que tu reviennes nous montrer toutes tes nouvelles technologies aussi, puis tes nouveaux concepts si t'en as aussi. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, Jacinthe Brouillard, présidente et fondatrice de groupe Saja, je te remercie énormément d'avoir été à Le Monde Emballant de Monsieur Bouteille. À bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Salut, ciao.